avec les Républicains, voilà, dont j'ai compris qu'il s'agirait malheureusement d'une impasse tant que les idées ne pouvaient pas être mises, je dirais, comme respiration de l'engagement politique. Et c'est en cela aussi que Marion, je dirais, le parcours de Marion Maréchal est tout à fait pertinent, puisque Marion, avec cette insistance sur la formation, eh bien, je dirais, partage avec moi ce souci d'un engagement politique qui doit respirer de ces deux poumons, à savoir la réflexion en vue de l'action. Voilà. Merci beaucoup Laurence et Céline d'ailleurs pour votre accueil. Je dois dire que c'est un plaisir de venir aujourd'hui dans les Yvelines, département prometteur s'il en est pour Reconquête, parce qu'avec des scores qui sont la plupart du temps à Versailles en particulier, mais dans ta circonscription oui. Notamment, mais pas seulement, souvent beaucoup plus important que le score national au niveau national, hein, donc des perspectives politiques très intéressantes. D'autant plus intéressante que nous avons là deux élus ou anciennes élus et de terrain qui viennent en effet, qui incarnent, tu l'as à très juste titre de rappeler, cette capacité d'Éric Zemmour à rassembler différents courants de la droite, puisque Céline, si je ne m'abuse, vous êtes vous-même élue d'opposition d'une liste d'hiver droite, et Laurence elle-même venait de LR. Je ne trahis pas de secret en disant que moi-même je viens du Rassemblement national il y a quelques années de cela. Donc c'est l'une, je crois, des forces de notre mouvement que de réussir à travers ces candidatures aussi incarner ce rassemblement, avoir tenté aussi de le faire vivre, disons-le, en appelant à l'union, à l'alliance à l'occasion de ces élections. Il faut d'y être parvenu à travers les cadres, les élus politiques ou les appareils politiques. Et bien maintenant, notre défi va être de le réussir auprès des électeurs et de convaincre ces électeurs que le vote d'avenir à droite, c'est bien celui de Reconquête, que c'est ici que se trouve la possibilité d'une première étape d'implantation locale et nationale pour un parti qui comptera dans les années à venir, qui compte d'ores et déjà, hein, puisqu'il est une force politique notable, avec 125 000 adhérents, le premier mouvement jeune de France, 7% au présidentiel, ce qui représente plus de 2,5 millions de voix, ce qui est quand même tout à fait remarquable en quelques mois seulement, qui, j'en suis convaincue, incarne une vision cohérente, qui s'inscrit d'ailleurs dans un clivage maintenant extrêmement clair avec les nouvelles forces de gauche alliées qui sont en train d'émerger à travers la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Mais j'ai envie de vous dire aussi, face au bloc macroniste, hein, dont on voit aujourd'hui toutes les ambiguïtés tomber, puisque le nouveau gouvernement révèle un virage à gauche toute, j'ai envie de dire, qui donne corps à la prémonition d'Éric Zemmour il y a quelques jours sur CNews, si je ne m'abuse, expliquant que finalement Emmanuel Macron ne faisait que préparer la France de Jean-Luc Mélenchon, qu'il n'y avait pas de différence fondamentale d'idéologie, mais une différence de chronologie, et que nous allions dans les deux cas vers une France en effet multiculturelle, wokisée, islamisée et évidemment ruinée. Et donc à ce titre, le clivage avec nous s'installe de manière claire. Je crois que nous sommes les seuls à pouvoir incarner vraiment cette alternative, tout simplement parce que les LR aujourd'hui ne savent plus où ils habitent, hein, entre ralliement au bloc macroniste ou maintien au sein de LR, mais toujours dans une espèce d'union du centre et de la droite autour de valeurs... De l'extrême centre. Voilà, autour de valeurs indéfinies dont on a toujours du mal à comprendre quels en sont exactement les contours, puisque même leur ancien chef, Nicolas Sarkozy, a rompu l'ambiguïté en expliquant que dorénavant il fallait rejoindre le bloc macroniste. Donc je pense que la plupart des électeurs comprendront que ce n'est pas là qu'ils retrouveront cette droite à laquelle ils aspirent depuis longtemps, et de l'autre un rassemblement national qui, c'est vrai, depuis maintenant quelques mois, si ce n'est quelques années, semble plus intéressé par le fait de convaincre les électeurs de Jean-Luc Mélenchon que véritablement les électeurs de droite en France, avec des choix stratégiques et idéologiques qui surprenants, hein, puisque parmi les éléments, enfin même l'élément qui a été donné pour refuser la main tendue d'Éric Zemmour, cette alliance, eh bien il s'est agi de mettre en avant la question de la réforme des retraites, ce qui apparaît un élément un peu étonnant quand on vient du camp national
et qu'on a le sentiment malgré tout d'être avant tout engagé pour mener un combat d'ordre civilisationnel dont l'urgence nous est rappelée tous les jours, notamment à travers cette affaire du Burkini. Voilà. Donc c'est ce que je suis venue en tout cas dire ce soir à ceux qui sont venus nous écouter, leur expliquer quel est l'enjeu électoral, à savoir éviter à tout prix que Emmanuel Macron ait pas de pouvoir législatif et que cette alliance NUPES, je ne sais pas comment on dit, puisse récupérer, devenir le premier groupe d'opposition, réexpliquer le contenu de ce clivage et expliquer en effet que Reconquête sera la seule véritable alternative de droite dans cette élection, avec une vision claire, avec un agenda bien déterminé, avec la volonté de ne pas être seulement un parti politique classique qui s'engage aux élections, mais qui est aussi dans une démarche de reconquête culturelle, de reconquête idéologique, de devenir une vraie boussole programmatique pour la droite en général, d'être un incubateur des nouvelles générations politiques. Tout ça, ce seront nos chantiers dans les années à venir, et pour que nous puissions y parvenir, eh bien, il faut déjà que nous réussissions cette première étape indispensable, que sont les élections législatives. Voilà. Ce qui nous a tous amenés ici, c'est l'amour de la vérité. C'est ce qui fait que c'est ce qui fait que les personnes de Reconquête se sont levées. C'est ce qui a fait que les Français ont adhéré au message d'Éric Zemmour. C'est parce qu'ils ont eu le sentiment qu'Éric Zemmour était le premier à enfin dire tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. Et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Et nous conservons quand même l'idée d'une main tendue pour tous les Français qui se reconnaissent dans le discours de Reconquête. Même si l'union n'a pas été faite là, pour ces législatives-là, nous espérons, nous travaillons et nous continuerons à travailler à cette unité de la droite dont nous avons si cruellement besoin face à une gauche qui finalement progresse et qui continue toujours à pousser ses pions dans les écoles, dans les universités, dans les médias et dans le discours dominant. Eh bien nous levons et nous ne changeons pas de discours. Nous sommes dans la vérité et nous croyons fermement qu'aujourd'hui les Français ont besoin de cette droite-là, qui ne tergiverse pas, qui a un discours clair, comme le disait Marion. Donc nous continuerons à tendre la main au LR, au RN, et nous essaierons toujours de travailler ensemble. Nous espérons aussi que là, pour ces législatives, eh bien, là où finalement les dirigeants des mouvements n'ont pas toujours été capables de faire l'union, eh bien, nous espérons que les Français feront l'union dans les urnes et comprendront qu'aujourd'hui, Reconquête, c'est le vrai discours de droite qui n'a pas oublié une partie des convictions de la droite, à savoir la partie des libertés, la liberté d'entreprendre, la liberté et le courage de revendiquer aussi notre identité, le courage de revendiquer nos racines judéo-chrétiennes. Donc nous espérons vraiment que les Français vont se reconnaître dans ce qu'on leur propose. Et dont nous croyons que c'est vraiment aujourd'hui la grande chance de la France. Voilà. Pour vous, du coup, vous êtes venu à Versailles parce que Éric Zemmour a fait un bon score à Versailles. Enfin, quelles sont les raisons en fait, de votre venue dans cette ville? Non, alors en réalité, ce qui se passe, c'est que l'ensemble de la direction et du bureau exécutif aujourd'hui fait de toute façon un tour de France, qu'il s'agisse de Guillaume Pelletier, Nicolas Bay, de moi-même ou d'autres. Donc j'étais d'ailleurs en Provence-Alpes-Côte d'Azur encore récemment. Donc dans ce cadre-là, nous pouvons être moi-même candidate titulaire, mais simplement suppléante dans le Vaucluse. J'essaye à côté de cela de pouvoir soutenir les candidats où je le peux. Et en l'occurrence, Laurence m'a sollicité. Il se trouve que Laurence étant également la présidente d'un mouvement allié de Reconquête, à savoir le mouvement conservateur, ça m'a semblé important de pouvoir être à ses côtés. Et par ailleurs, il se trouve, c'est pas mon critère de sélection, on ne soutient pas que les candidats qui peuvent potentiellement transformer l'essai et devenir députés. Il se trouve que par ailleurs, c'est vrai que les Yvelines, et en particulier ces deux circonscriptions, sont des circonscriptions sur lesquelles nous avons un potentiel électoral non négligeable. Et pour un peu que les électeurs de Reconquête du premier tour de ces élections présidentielles se mobilisent en masse, eh bien, nous pourrions créer la surprise et à minima voir ces deux candidates être qualifiées au second tour, et après, dans ce cas-là, tout est ouvert. Donc c'est vrai que l'enjeu est tout de même important pour notre jeune mouvement. Un sondage dans le JDD ce week-end a donné, à part Éric Zemmour, très peu de candidats en fait, Reconquête qualifiés au second tour. Même Éric Zemmour est battu au second tour dans sa circonscription. Combien vous estimez de chances d'avoir un député Reconquête à l'Assemblée? Alors vous savez, c'est l'une des leçons qu'on peut tirer quand même de ces sondages, c'est qu'ils sont assez peu fiables en ce qui concerne les élections législatives, puisque ce sont des sondages évidemment mécaniquement qui sont nationaux. Or vous savez qu'il y a énormément de contingences locales qui vont
pondérer ses projections, que par ailleurs la dimension, la participation va être aussi tout à fait déterminante. Donc il serait hasardeux de vous donner des objectifs chiffrés, ça c'est certain. En ce qui concerne Éric Zemmour, il est aujourd'hui dans une campagne qui a à peine commencé, prévue à 47% au second tour, hein, ce qui évidemment rend la victoire tout à fait possible puisque nous sommes dans la marge d'erreur classique d'un sondage. Par ailleurs, ce qui est tout à fait remarquable, c'est qu'il obtient 17 points de plus qu'il n'en a obtenu au premier tour de cette élection présidentielle, hein, donc une progression majeure. On voit qu'il parvient à son échelle à faire véritablement cette fameuse union des droites qu'il appelle de ses voeux, puisqu'il y a à peu près aujourd'hui la moitié des gens qui s'apprêtent à voter pour lui qui viennent du RN et de LR. Donc voilà, donc c'est d'autant plus regrettable qu'il n'y ait pas eu une entente, parce qu'on voit bien là que nous aurions pu transformer l'essai rapidement et chacun s'y serait retrouvé gagnant. Donc moi je crois qu'Éric Zemmour peut gagner cette circonscription et qu'il y en aura d'autres, il y aura probablement d'autres surprises. Mais voilà, je vous dis, vous donner un objectif chiffré, ça me paraît vraiment faire ça au doigt mouillé et pas pertinent. Est-ce que comment vous vous accordez sur le fait que sans alliance de la droite, que vous regrettez justement qu'elle n'ait pas eu lieu, le fait d'avoir un groupe à l'Assemblée semble inatteignable? Mais de toute façon, le fait que à la fois LR et RN aient refusé cette alliance, tout le monde en est perdant. Puisque mécaniquement, si vous voulez, s'il y avait eu alliance, nous aurions pu envisager éventuellement d'être à minima le premier groupe d'opposition, si ce n'est même obtenir une majorité relative, selon certains sondages tout à fait officiels. Donc dans tous les cas, l'intégralité des partis de droite, en partant de cette manière divisée, en sera perdant. Aussi bien le RN qui obtiendra un groupe beaucoup moins important, que évidemment Reconquête qui a des perspectives de qualification au second tour et de victoire plus réduites, et aussi bien LR d'ailleurs, dont on voit bien qu'ils partent aujourd'hui d'un groupe de 100 députés et dont la plupart des projections les font parfois tomber dans le pire des cas à 30 députés. Donc c'est évident, quand vous avez aujourd'hui un scrutin dont on imagine qu'il malheureusement n'attirera pas les foules, à savoir peut-être moins de 50% de participation, cela rebat les cartes complètement. Et quand vous avez en face un bloc macroniste qui lui est composé de différentes couleurs de partis alliés et un bloc mélenchoniste qui lui allie toutes les nuances, si je puis dire, de l'extrême gauche française, je ne vais pas vous dire que c'est avantageux. Voilà. Maintenant, il est tout à fait logique que Reconquête partent malgré tout dans cette élection. C'est un mouvement qui, une fois de plus, incarne une vraie singularité à la fois stratégique, idéologique, une nouvelle méthode politique. C'est une offre politique qui est amenée à durer. Il y a plus de 2,5 millions de personnes qui se sont portées sur lui. Je rappelle par ailleurs que lors de ces élections présidentielles, il y a une mécanique vote utile qui s'est activée, qui révèle qu'il y a à peu près un tiers des gens qui ont voté Marine Le Pen qui l'ont fait par vote utile, et 47%, ce qui est considérable, de gens qui ont hésité entre elle et Éric Zemmour. Et donc on peut voir dans cette élection législative des surprises, voilà, des électeurs qui pour différentes raisons à un moment donné se sont portés sur Marine Le Pen au premier tour, de peur probablement de voir Jean-Luc Mélenchon qualifié, et qui à ces élections vont pouvoir faire le choix qui a été le leur initialement, et donc peut-être voir dans certaines circonstances des rapports de force s'inverser dans des circonscriptions. C'est pas le cas ici, il y a beaucoup de jeunes candidats qui ont été investis par le parti. Il y a une moyenne d'âge qui est plus près de 42 ans, ça me semble, c'est quasiment la plus faible, je crois, parmi les 5 premiers partis. Est-ce que c'est une qualité, ou est-ce que au contraire, pour ces candidats, le manque d'expérience est un point de faiblesse? Non, je crois pas. Vous savez que d'ailleurs, c'est une fois de plus, dans nos candidatures, pour un jeune mouvement, c'est tout à fait remarquable. On a aujourd'hui 551 candidats, ce qui est un vrai tour de force. Et on a plus de 1200 candidatures qui sont arrivées pour partir à ces élections. Donc il y a une réelle motivation, une envie. Ça, c'est absolument indéniable. On a à peu près, grosso modo, un tiers qui viennent de LR, un tiers qui viennent du RN, un tiers qui sont des primo-candidats qui ne viennent de nulle part. Donc une partie non négligeable, malgré tout, qui sont quand même des candidats qui ont déjà eu des expériences politiques au niveau local ou au niveau national, et c'est vrai qu'il a été fait le choix, lorsque nous en avions la possibilité, de favoriser aussi cette jeunesse, puisque comme je l'ai dit au début de cet entretien, l'idée aussi est que Reconquête soit un incubateur pour la nouvelle génération de droite dans ce pays, et que les élections législatives à ce titre sont aussi on va dire une école de formation intéressante pour des jeunes cadres prometteurs qui ont envie de s'investir politiquement. Par ailleurs, on sait que l'homme ou la femme politique est d'abord un animal territorial, et donc c'est aussi une manière pour chacun d'avoir son territoire, d'y travailler, de s'implanter. Et je pense que l'un des enjeux dans les années à venir, ça va être justement aussi ce défi de l'implantation qui fait parfois terriblement défaut à d'autres mouvements, et dont on sait qu'il est la clé, entre autres choses,
de la victoire au second tour. Dernière question d'actualité, est-ce que Damien Abad doit démissionner du gouvernement? Non, écoutez, je ne crois pas pour une raison simple, c'est que il y a, dans notre pays, dans le cadre de l'état de droit qui est le nôtre, il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence, et qu'on ne peut juger un homme que lorsque la justice a fait son travail et qu'il y a eu une condamnation effective, et que remettre en cause ce principe me semble extrêmement délétère, d'autant plus que je crois savoir que les 2 plaintes en question ont été classées sans suite, donc manifestement il n'y a pas eu suffisamment d'éléments tangibles pour qu'il y ait véritablement une enquête qui soit menée plus au-delà de cela. Donc ça veut pas dire, j'ai pas particulièrement de sympathie politique pour Damien Abad, mais je pense qu'il faut faire la part des choses entre les principes qui doivent tous nous rassembler et puis les divergences politiques. Donc de ce point de vue-là, je ne vois pas de raison objective qui devrait amener Damien Abad à démissionner. Pourquoi les autres partis de droite ne veulent pas faire alliance? La droite est une grande famille. L'esprit de cohésion n'existe pas dans la famille de la droite par rapport à la gauche? Écoutez, c'est à eux qu'il faudra poser la question, mais je pense qu'il y a probablement différentes motivations à travers cela. En ce qui concerne les LR, je pense que beaucoup de candidats auraient pu être tentés par ces alliances. Je crois que Laurence et moi, on avons été les témoins privilégiés, puisque nous avons été en contact avec de très nombreux candidats LR qui nous ont fait savoir leur souhait de cette alliance, mais qu'ils n'ont pu y donner corps tout simplement parce que la direction des LR, notamment à travers Christian Jacob, s'y refuse catégoriquement. Je pense qu'on voit là encore l'héritage du chiracisme à l'œuvre, qui a toujours préféré travailler avec un centre politiquement faible, mais peut-être, je sais pas, politiquement plus facile à assumer que de travailler avec une droite assumée telle que nous. Donc, et peut-être la peur d'être mécaniquement aspiré par la nouvelle force politique que nous représentons. Quant au Rassemblement national, écoutez, je pense que ça, c'est pour les bien connaître. Nous sommes là face à une culture de parti bien ancrée qui, comment dire cela, qui considère qu'il faut accepter des ralliés mais non des alliés, et qui a beaucoup de mal à travailler avec des personnes extérieures dont il ne maîtrise pas, on va dire, le fonctionnement, et puis une espèce de logique d'intériorisation de la défaite, quand on voit Jordan Bardella expliquer que de toute façon Emmanuel Macron aura sa majorité, que de toute façon il est hors de question que Marine Le Pen soit première ministre si tant est qu'elle ait pu obtenir une majorité. On voit bien qu'il y a quand même une intériorisation de la défaite qui du coup peut-être explique le fait qu'il se fiche pas mal finalement de se contenter d'une simple opposition plutôt que de la perspective d'une majorité. Et puis un état d'esprit un peu revanchard. J'apprends là, il y a quelques heures de cela, que Jordan Bardella, président donc, tout récemment nommé du RN, va aller dans la circonscription d'Éric Zemmour pour y tenir une réunion publique. Peut-être il ira également dans la circonscription Stanislas Rigaud, je suis suppléant dans le Vaucluse. Bon, on voit bien qu'il y a nous n'avons pas les mêmes priorités, voilà, que manifestement certains vont aller s'acharner contre Reconquête plutôt que contre Emmanuel Macron et contre Jean-Luc Mélenchon. À l'inverse, c'est vrai qu'Éric Zemmour, lui, a pris la décision de ne présenter personne face à Marine Le Pen, face à Nicolas Dupont-Aignan, face à Éric Ciotti. Donc c'est 2 méthodes, 2 approches, 2 mentalités différentes. Je vais vous dire, une fois de plus, on le déplore, mais voilà, le temps politique est long, peut-être les choses changeront-elles à l'avenir, et surtout, maintenant, l'idée, c'est de convaincre les électeurs qui voulaient ces alliances et qui ne les ont pas obtenues via leur parti, et bien au moins de favoriser, de se tourner vers le mouvement qui, lui, a tenté de la mettre en œuvre. Est-ce que ça nourrit de la rancœur, justement, ça, pour vous, vis-à-vis de votre ancienne famille politique? Est-ce que vous avez des échanges avec certains membres de... Non, écoutez, je pense qu'il faut toujours se garder de la rancœur en politique parce qu'elle est très mauvaise conseillère, de la même manière qu'il ne faut pas toujours s'attacher aux propos d'estrade. Il faut être capable de mettre en avant tout l'intérêt des Français. Je pense que c'est ce à quoi on s'est tous astreints. Après, je ne vais pas vous dire que je trouve ça... agréable. Je trouve ça triste, je trouve que c'est beaucoup de temps perdu, et une fois de plus, je trouve ça totalement injustifié. Et quand je vois la situation politique actuelle, quand je vois ce qui nous menace à court et moyen long terme, je me dis que décidément, les partis politiques ont parfois, ou en tout cas certains partis politiques ont parfois leurs intérêts de boutique avant le reste. Bon voilà, après c'est ainsi, maintenant nous on trace notre chemin et puis advienne que pourra. Vous avez essayé de convaincre directement Marine Le Pen, vous lui avez téléphoné? Mais il y a eu des contacts dans tous les sens, publics, privés, enfin vous le savez, personne ne s'en est caché. Je veux dire, voilà, s'il y avait dû avoir contact, et s'ils avaient accepté de le faire, il y aurait eu contact. Bon.
De la même manière que pour les LR, on a eu énormément d'échanges. Bon, donc tout a été fait dans les codes, dans le respect de l'art, si je puis dire, pour que les choses aboutissent. Je pense que ça n'a pas été ça le problème. Très bien, merci. C'est bon. Merci beaucoup. Merci.